Parce que l'avantage d'écrire sans plan, c'est qu'on avance à l'émotion, on tombe vraiment littéralement amoureux d'un personnage, on s'y attache et donc on le développe, alors que ce n'était pas prévu. Et puis ensuite, il y a cet avantage de progresser à l'écriture. Alors moi je travaille de façon particulière. D'abord je travaille sans plan. Je commence par une image que j'ai en tête depuis très longtemps. Alors la première image de Yarul Delger, la petite pédale qui dépasse de la steppe. Oui. C'est quelque chose que j'ai en tête depuis une vingtaine d'années. J'ai imaginé des passants d'une banquise, d'un désert de sable. Et donc je pars d'une image. Et après j'avance et je n'ai aucune idée de ce que va devenir l'histoire. Comme je vous l'ai dit, les passages sont construits au fur et à mesure qu'ils apparaissent. Par exemple, Gothulga, qui est incontournable de la trilogie mongole, n'existe pas 3 castings avant qu'il arrive. J'ai Oyun qui est dans une voiture en train de surveiller un immeuble. Et comme j'aime bien dire des choses sur le pays que je connais, ça aurait pu être la fin du chapitre. Mais comme elle surveille un immeuble en face avec une cage d'escalier, je me dis que je vais toucher 2 mots sur le fait que des mômes, des gosses, occupent les cages d'escalier pour résister à l'hiver, à la froidure de l'hiver. Et donc je la fais descendre de la voiture pour aller discuter avec une bande de gosses. Pour pouvoir parler de ça 2 secondes. Et puis après je suis embêté parce que j'ai besoin que cette cage d'escalier soit vide. Et donc je décide que Yoon va trouver un moyen pour faire partir les gamins. Et donc il faut qu'elle donne un billet à un de ces gamins pour que la bande s'en aille. Et donc elle doit s'adresser à un gamin plus particulier qui soit un peu plus chef de bande que les autres. Et il y en a un qui apparaît, il n'a pas de nom, je lui donne 2-3 répliques que je trouve plus cinglantes que les autres, et d'un seul coup il prend encore. Alors ça, je lui donne un nom, qui est tout simplement le nom du filleul, du petit filleul que notre plus jeune fille parraine là-bas depuis 10 ans ou 15 ans, et là, il devient Gothulga. Et c'est un personnage qui n'avait aucune raison d'exister. Il y a des gens que j'ai croisés qui m'inspirent, il y a des gens qui n'ont rien à voir avec le pays ou avec l'histoire qui m'inspirent aussi, dont je garde une silhouette ou un nom. Il n'y a pas vraiment de règle précise. Je ne suis pas comme ces auteurs qui construisent une fiche de personnage à l'avance. D'accord, c'est-à-dire que en fait, j'aime pas être tenu par des contraintes. Curieusement, je me donne beaucoup de contraintes d'écriture, mais à moi. C'est-à-dire, par exemple, je ne d'écrire au présent, c'est une contrainte. Souvent, dans la trilogie américaine que j'ai commencé sous le pseudo Roy Braverman, j'ai 3 types d'écriture par bouquin, un type différent. Une écriture à la Art of Voice, une écriture à la Nature Writing, une écriture à la sudiste, enfin James Hilbert. J'aime bien donner des contraintes comme ça. Mais au niveau des personnages, j'aime bien les laisser lire. Quand je commence avec Yarul Delger, je ne sais pas qui est la petite fille qui est morte, je ne sais pas qui est une femme qui est devenue folle, je ne sais pas qui est un beau-père qui est un truand. C'est juste ce qui m'intéresse, c'est ce personnage dans la steppe qui découvre ce petit récit avec le petit cadavre en dessous. Le reste ne m'intéresse pas encore. Ça vient au fur et à mesure. Encore une fois, c'est le domaine dans lequel je ne donne pas de contrainte. C'est-à-dire que je n'ai pas d'horaire précis, je n'ai pas de lieu précis. Je travaille, comme on voit beaucoup les photos sur Facebook, je travaille beaucoup dans les transports. Là, en venant ici à Lyon, j'ai travaillé pendant 2 heures, j'ai écrit 2 pages. J'aime bien écrire au milieu du bruit. Quand les salons sont peu fréquentés, j'ai toujours mon ordinateur et entre 2 signatures, j'écris. Non. Je ne peux pas écrire au calme, chez moi, tranquille, parce que dans ce cas-là, la moindre distraction est fatale. Dès qu'il y a pas sur la guitare, j'y vais, j'ai un coup d'œil sur les disques, je me mets un. J'ai un coup d'œil sur les bouts de bibliothèque, je prends un quart. Puis finalement, peut-être que le bruit et l'animation servent aux dissonants. Non, que. Le premier jet est bon à 90%. Après, je réécris pour travailler des choses très claires, des tics d'écriture. Je sais que j'ai des tics d'écriture. Dans la première jet, je construis toujours mes phrases de façon compliquée, celle-là. La façon la plus fluide de faire une phrase en français, c'est le sujet est complément de vue direct et les autres compléments derrière. Oui. Moi, j'ai toujours tendance à remettre ce complément circonstanciel, ce qu'on appelait circonstanciel en époque, et de le remettre en avant. Donc, à la relecture, je corrige. Il y a toujours la manie ou le titre de mettre des petits partout. Mon héros tombe dans un petit fossé. Le fossé, un fossé, c'est forcément petit, sinon c'est un ravin. Donc, je corrige tout ça. Donc, j'ai ce genre de réécriture, mais j'ai très peu de réécriture de structure.
Très très fluide. Non, justement parce que j'ai pas d'idée. Donc comme j'ai pas de plan et que j'ai pas d'idée, l'écriture est forcément fluide puisque c'est elle qui dicte l'histoire. Si j'avais un plan très clair, genre un organigramme dans mon histoire, ou si j'avais des fiches de personnages, mon histoire pourrait partir en vrille par rapport à ça. D'accord. Et comme il n'y a pas de référence, elle part en vrille comme elle veut, c'est moi qui m'arrange, il faut ramener la vrille dans l'histoire. J'essaie que ce soit bien écrit. J'essaie de travailler l'écriture vraiment, le choix des mots, le choix des verbes. J'essaye toujours de glisser des images. Quand je fais une description, j'essaie qu'il y ait au moins 2 éléments, 2 sensations, c'est-à-dire la couleur et le bruit, ou la couleur et le toucher, ou le bruit et le toucher. Pas seulement juste un seul adjectif. Et je fais bien attention à répartir des descriptions du pays ou des traditions qui sont assez régulières dans le bouquin. Oh. Ça, je ne vais pas appeler du tout. Hein. Je n'ai pas appelé du tout, mais d'un autre côté, j'écris depuis l'âge de 70 ans, j'écris depuis l'âge de 15 ans. J'ai rien publié jusqu'à 65 ans. J'ai toujours écrit tous les jours, quel que soit les circonstances, j'ai écrit ne serait-ce que 10 lignes, quoi. Je pouvais écrire entre 10 lignes, 10 pages, tu sais. Donc j'ai toujours eu dans la main ce genre d'écriture, mais les circonstances faisaient que je n'avais jamais rien pu terminer. Non. Pendant l'écriture, maintenant, de temps en temps, Françoise, ma femme, le relit. Oh. Mais dans les premiers, j'attends d'avoir terminé pour me faire lire. D'accord. Je fais relire en fait le premier jet direct. D'accord. Et celui que j'ai pas encore corrigé à 3-4 personnes de mon entourage. D'accord. Et généralement, à 90%, je ne tiens pas compte de leur remarque. Ça m'aide pour... quelquefois, quand on me dit tu devrais mettre ça à la place de ça, et je change pas. Mais ça me fait dire que dans ça, il y a quelque chose qui fonctionne pas bien, donc je retravaille ces parties-là. Il y a 2 conseils évidents. C'est de toujours écrire. Tous les jours, de ne pas avoir peur. Prendre de temps, une silhouette passe, elle est marrante, essayer de la capturer en une phrase. On a une demi-heure dans le soir, on essaie de faire un petit paragraphe de l'atmosphère sur ce qui est autour, etc. Ça, c'est vraiment le premier conseil. Deuxième conseil, c'est d'accepter la critique. Ce que m'a apporté le fait de devenir un écrivain entre guillemets professionnel, c'est de travailler par exemple avec une éditrice chez Albin Michel, qui est une personne qui se met en face de vous, qui lit votre bouquin à fond et qui vous fait des remarques. Aucune des remarques n'est une obligation, c'est juste des remarques. Mais si on n'est pas ouvert à cette critique-là, on va se refermer sur l'écriture pleine de pics, l'écriture qui est trop sûre de soi, ça va dire prétentieux. Et donc il faut vraiment accepter la critique quand la critique est justifiée et quand elle est bien faite. Mais moi je n'ai aucun problème à écouter la critique sur le bouquin. Je ne sais pas si j'ai progressé parce que quand j'entends sur des trucs que j'ai écrits il y a 15 ans, je trouve que c'est bien foutu. Mais c'est fait pareil, c'est fait. On sent que c'est une narration sans plan, donc qui avance à l'émotion. Parce que l'avantage d'écrire sans plan, c'est qu'on avance à l'émotion. On tombe vraiment littéralement amoureux d'un personnage, on s'y attache et donc on le développe, alors que ce n'était pas prévu. Et puis ensuite, il y a cet avantage de progresser à l'écriture. C'est que d'un seul coup, on fait une phrase qui nous semble belle, qui nous semble construite, et elle en appelle une autre. Donc on fait une deuxième phrase qui n'a pas forcément à voir avec l'histoire, mais qui va apporter un ciment d'écriture à l'histoire. Donc voilà, c'est ça un peu. Et j'écrivais peut-être de façon plus maladroite, parce que j'écrivais déjà comme ça à 15 ans. Si, le temps où j'ai pas terminé des bouquins, oui, je l'ai utilisé à tenir des voyages. Et ça, c'est capital. Mais le temps n'a pas changé grand-chose, parce que comme je suis extrêmement bordélique, j'ai paumé beaucoup de manuscrits. Et par exemple, je peux retrouver un manuscrit que j'ai écrit il y a 20 ans. Oui. Je le lis et je me dis, je devrais changer ça et ça. D'accord. Et puis, 2 ans plus tard, je tombe sur une version corrigée de ce manuscrit. Oui. Et que j'ai corrigé, donc, on va dire, il y a 18 ans. Et les corrections sont exactement les mêmes. D'accord. C'est que la distance, elle a enrichi la matière que j'ai en moi pour écrire, mais elle a assez peu changé ma façon d'écrire.